Merci beaucoup, professeur Boiten. Bonjour à tout le monde. Donc, avant de commencer, à mon tour, je tiens d'abord à présenter toutes mes félicitations pour toutes les femmes, d'abord. Ça, c'est très important. Et nous avons hâte, bien sûr, de découvrir ensemble ce que, en fait, le nouveau code de la famille apporte aussi pour aussi la famille d'une manière générale, mais particulièrement pour, en fait, favoriser, en fait, c'est-à-dire l'approche genre. Donc, ça, c'est ce que nous souhaitons tous. Donc, voilà. Donc, toutes mes félicitations. Bon, ici, j'ai pas des fleurs, mais voilà. Donc, toutes mes félicitations à toutes les femmes du Maroc et bien sûr du continent. Bon, je remercie également donc les organisateurs donc pour cette invitation, dans laquelle j'ai un immense plaisir de vous parler, de vous expliquer en fait, d'essayer de vulgariser surtout en fait le concept de Generative AI et Prompt Engineering. Alors que, comme vous le savez, ces dernières années, en fait l'intelligence artificielle, tout comme l'être humain, a pu, en fait, grâce à la science, a pu développer sa capacité métacognitive. Alors, cette capacité métacognitive, c'est ce qui fait, c'est cette perception que l'on fait de la connaissance, qui fait que, en tant que des êtres humains, c'est qu'on apprend des choses dans un domaine X, et ces choses qu'on a apprises dans un domaine X, on va les exploiter pour réaliser des tâches dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec ce domaine-là où on a appris de la connaissance. Et bien justement, c'est grâce à ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, grâce à des modèles dont j'aurai l'occasion de parler, qu'on appelle les transformers. Et bien l'intelligence artificielle, donc depuis quelques années, s'est développée de manière très, on va dire, très explosive. Donc, ce qui fait que tous les métiers et toutes les disciplines sont concernés par l'interaction avec l'intelligence artificielle. Et comme je le dis toujours, c'est que surtout, ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est-à-dire d'intégrer l'intelligence artificielle générative dans la pratique de nos métiers, y compris l'éducation et tous les autres métiers. Alors, bon, j'aimerais bien commencer directement le prompt engineering, mais je pense pour des raisons pédagogiques, il est très important, c'est-à-dire de contextualiser l'IA générative par rapport d'abord à l'intelligence artificielle, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec c'est-à-dire ces concepts. D'abord, si on cherche une définition de l'intelligence artificielle, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline qui cherche à doter les ordinateurs par des capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains, voire des animaux. Donc, c'est ce qu'on cherchait depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis les années 50, qu'on cherchait, grâce à des algorithmes, à doter les ordinateurs de cette capacité d'intelligence inspirée des capacités intellectuelles de l'être humain. Et donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un grand domaine dans lequel il y a une partie, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Bon, c'est un domaine qui n'a pas trop décollé, mais les recherches continuent là-dessus. Mais il y a la grande partie qui est la plus exploitée actuellement, c'est ce qu'on appelle la partie machine learning. C'est l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, donc, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui consiste à créer des modèles, en fait, de deux manières. En fait, pour faire du machine learning, il y a deux façons pour apprendre, exactement comme les êtres humains. On peut apprendre à partir des données et on peut apprendre à partir de l'expérience. Donc, dans le domaine de la data, c'est-à-dire l'apprentissage par les données, bon, il y a, on va dire, trois branches d'une manière générale. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé.
Bon, généralement, dans ce domaine, nous avons besoin d'un dataset, d'un ensemble de données pour lesquelles on connaît les entrées et les sorties. Et à partir de ces données-là, on va entraîner des modèles et par la suite qui sont capables de faire des prédictions sur des choses qu'ils n'ont pas vues auparavant. Et après, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage unsupervised learning, c'est-à-dire l'apprentissage non supervisé. Généralement, c'est des algorithmes dans lesquels on va faire ce qu'on appelle des opérations de clustering à partir des données qui ne sont pas étiquetées. Alors, je me rappelle bien quand on était des petits-enfants, ben, nos parents nous donnaient souvent des tâches. Ben, je me rappelais quand il y a le collecte des dates, en fait, c'est-à-dire, mon père, que et son âme, il regroupe, enfin, tous les enfants, parce qu'en fait, vous savez, les petits gamins cherchaient toujours à ce qu'on leur donne des tâches quotidiennes. Et puis, quand, par exemple, on nous demandait, voilà, il y a les dates, et après, on va essayer donc de faire on va dire, un clustering en quelque sorte pour distinguer les dates qui sont bien cuites, les qui sont moins cuites, qui vont être rejetées. Et en fin de compte, quand on faisait ce travail-là, mais après, bah, c'est exactement ce qu'on appelle c'est l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire faire avec des mesures de similarité. Ben, les algorithmes sont capables de distinguer les différents clusters d'un ensemble de données qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire un ensemble de données qui ne sont pas étiquetées, c'est-à-dire pour lesquelles donc on n'a pas, c'est-à-dire leur catégorie. C'est la même chose, vous savez. Ça me rappelle tout ça, ça fait du bien parce qu'il faut éliminer les impuretés, des choses comme ça, mais ça c'est un travail. C'est exactement, il y a des algorithmes comme par exemple Camise, qui est très populaire, qui est utilisé donc pour faire ces opérations de clustering. Mais après il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Alors dans l'apprentissage auto-supervisé, on va l'appliquer surtout pour les données non structurées, c'est principalement le texte. Et c'est là où l'IA générative a beaucoup excellé. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que on va apprendre à partir du texte. On va donc donner beaucoup de texte au modèle. Et par la suite, on va lui demander de faire ce qu'on appelle l'autocomplétion. C'est-à-dire, on va lui donner un mot ou bien une phrase et le modèle va prédire la suite. Donc forcément, c'est ce que vous utilisez dans vos emails quand vous écrivez un petit mot et après il vous propose, c'est-à-dire la suite. Derrière ça, il y a c'est-à-dire ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Et puis, dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage avec les données, ça donne, on va dire, le cerveau en quelque sorte à l'algorithme. Mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, on sait que l'intelligence ne peut pas émerger si on ne donne pas encore c'est-à-dire à l'agent. Donc, en fait, pourquoi? Parce que quel que soit le modèle qu'on développe, ben, ce modèle d'intelligence artificielle, il a besoin d'interagir avec l'environnement. C'est-à-dire, il va interagir avec l'environnement. Par la suite, il doit apprendre à partir de l'environnement et il va s'auto-améliorer au fur et à mesure qu'il interagit avec l'environnement. Donc, on a besoin de donner ce qu'on appelle un corps aux agents intelligents. C'est ce qu'on appelle l'embodiment. L'embodiment, c'est le fait, donc, si vous voulez, de donner un corps à l'intelligence, pas au sens physique, parce que le corps, ça peut être des caméras, ça peut être, c'est-à-dire tous les capteurs qui vont commencer à interagir avec l'environnement. Et dans ce domaine-là, donc, on a besoin de faire ce qu'on appelle le reinforcement learning, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc, dans ce domaine-là, donc, il y a beaucoup d'algorithmes, comme par exemple K-Learning, comme PPO. Il y a des algorithmes qui sont utilisés dans ce domaine. Alors ça, c'est juste pour dresser en quelque sorte d'abord l'IA. Alors maintenant, dans le domaine de machine learning, donc, on peut faire l'apprentissage supervisé. Mais quand vous avez le nombre de variables, le nombre de inputs, notamment, est très important. Donc, parmi les algorithmes, bien sûr, de l'apprentissage supervisé, il y en a beaucoup. La régression logistique, SVM, etc. Il y a plein d'algorithmes qui existent. Mais également, particulièrement, il y a les réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones, c'est un type d'algorithme
de l'IA qui est très utilisé donc, pour faire de l'apprentissage supervisé. Et justement, c'est ce genre d'algorithme basé sur les réseaux de neurones qui vont permettre de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Quand est-ce que quand le nombre d'inputs devient très important, par exemple, si vous prenez une image, vous savez, une image d'un mégapixel, ça veut dire que vous avez 1 million de pixels. C'est-à-dire que votre modèle, il va recevoir 1 million de variables. Donc, le fait de trouver une approximation d'une fonction mathématique qui va lier en relation les entrées et les sorties, c'est très compliqué avec les modèles classiques. Donc c'est pour cela qu'on a besoin souvent d'utiliser les réseaux de neurones artificiels dans lesquels on a besoin de créer plusieurs couches de neurones. Dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle le domaine du deep learning. Donc deep learning déjà, donc c'est une partie de machine learning et dans lequel forcément on utilise les réseaux de neurones et notamment c'est dans le cas où on a des problématiques où on a beaucoup de données, de variables en input. J'entends un petit retour. Et dans ce domaine-là, donc voilà, donc on a depuis 2012, ça fait longtemps, en fait il y a la vision artificielle dans le domaine de Natural Language Processing. Il y a beaucoup de modèles qui sont utilisés, qui sont très populaires comme CNN, RNN, LSTM, GRU. Tout ça, c'est des modèles qui se sont développés depuis 2012, depuis d'ailleurs très longtemps que ça a commencé, mais l'accentuation se faisait à ce niveau-là. Et puis il y a l'IA générative. Donc l'IA générative, donc, vous voyez, donc, c'est un domaine de deep learning dans lequel, donc justement, qui est l'objet de cette partie. Et dans l'IA générative, nous avons ce qu'on appelle les modèles de langage, LLMs, ça c'est une partie qui est très importante. C'est ce qui est très populaire aujourd'hui, c'est ce que vous utilisez avec ChatGPT. Donc on peut dire que ça vous donne, ce schéma-là, ça vous donne une idée sur comment on situe l'IA générative, les LLMs par rapport bien sûr à l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, donc l'objectif ce n'est pas de détailler ça parce que si vous cherchez un peu les détails, dans la présentation il y a plein de liens, il y a des vidéos que j'avais faites dans des conférences auparavant. Alors vous pouvez les consulter, il y a aussi donc des démonstrations que vous pouvez voir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'IA générative? Donc l'IA générative, donc, dans l'état de l'art, donc on peut dire c'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de générer de nouvelles données, comme par exemple les images, comme la musique, comme le texte, en utilisant un ensemble de données d'entraînement. C'est-à-dire on va utiliser un ensemble de données pour entraîner des modèles. Une fois que le modèle est entraîné, on va lui poser des questions, c'est ce qu'on appelle des prompts, on va en parler. Et ces modèles sont capables de nous générer des données, d'inventer, si vous voulez, des données eux-mêmes, bien sûr en se basant sur les prompts. Alors, qu'est-ce qui fait que, en fait, on est ce qu'on appelle dans l'âge d'or de l'intelligence artificielle générative? Il y a 3 facteurs importants. Il y a 3 facteurs qui ont fait que l'évolution scientifique a donné naissance à ça. D'abord, c'est la puissance des modèles qui sont développés. Donc, je vais en parler surtout à partir de 2017. Il y a ce qu'on appelle les transformers qui ont vraiment accéléré, c'était un coup d'accélérateur. Il y a l'abondance des données, parce qu'en fait, vous avez donc avec les réseaux sociaux, donc vous avez donc une grande quantité de données qui sont disponibles, mais dans la majorité des cas, c'est des données non structurées. Parce que tout ce qui est les données structurées, ça, on savait le faire depuis très longtemps. On savait comment exploiter les données structurées pour entraîner des modèles qui vont faire des prédictions. Mais l'enjeu, c'est comment exploiter tout ce texte qui se trouve sur le web, ces messages audio dans les réseaux sociaux, ces vidéos, ces audios. Donc, c'est là où, en fait, il y a l'enjeu. Donc, ce qui fait qu'avec toute cette quantité de données qui sont générées, et bien, tout simplement, ça a donné la possibilité d'entraîner des modèles comme ChatGPT, comme vous l'avez déjà utilisé. Donc, le troisième facteur important, c'est le hardware et le cloud computing, notamment avec le développement des accélérateurs de calcul qui sont très populaires, comme les GPU. C'est des cartes graphiques qui accélèrent les calculs, c'est du calcul parallèle, les TPU.
et surtout le cloud computing. Donc ça, on peut dire que ça, c'est les trois facteurs importants. Sans l'évolution dans ces domaines, on ne verra jamais cette intelligence artificielle, parce qu'en fait, en termes d'algorithmique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis très longtemps, il y avait beaucoup de choses qui sont faites, parce que d'ailleurs, on est en train vraiment d'exploiter tout ce qui a été fait depuis très longtemps, mais il fallait attendre que cette évolution-là, c'est-à-dire ces domaines, et c'est ce qui a fait naissance à ça. Alors juste, il faut juste noter que l'IA générative, ça a commencé depuis 2014, d'abord par des modèles qu'on appelle les GANs, c'est Generative Adversarial Network, qui sont faits pour générer des images. Alors parmi les sites populaires, vous avez un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com, je ne sais pas si je suis connecté. Alors par exemple, thispersondoesnotexist, donc c'est-à-dire c'est juste un site dans lequel on peut donner par exemple le type qu'on veut générer d'image, mâle, femelle, l'âge entre 26 et 35, l'ethnicité par exemple. Et je génère des images. Et en fait, quand vous faites ça, l'image que vous générez, c'est une image qui est inventée, donc c'est une image qui n'existe pas. Elle est générée par des modèles de type GANs. Et là, pour générer ces modèles, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez une question. Vous donnez une question au modèle. Et les informations que vous donnez là, ils se trouvent dans ce qu'on appelle un prompt. C'est justement ce prompt-là, la manière de rédiger les prompts, qui va faire que on peut tirer le maximum profit de cette IA générative. Alors, donc ça a commencé, mais après, le plus important, c'est en 2017. Donc en 2017, dans le domaine de NLP, c'est-à-dire le traitement langage naturel du langage, et en fait, Google avait créé Google, en fait, c'est des gens de Google qui ont publié un article qui s'appelle « Attention is all you need ». Donc ça, c'est un point de départ qui est très important pour les gens qui font de la recherche dans le domaine de l'IA générative. Donc ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle des algorithmes de type transformer. Et c'est à partir de là que tout s'est accéléré. Notamment en 2018, il y a la création des modèles comme BERT, créé par Google. Et OpenAI avait utilisé justement les transformers pour créer son propre modèle GPT, qui est la base du modèle ChatGPT qui va être exploité par la suite. En 2019, il y a donc une avancée également dans les GANs, notamment ce qu'on appelle Style GANs. 2020, donc OpenAI a créé le modèle ChatGPT 3. Et dans le domaine de 2021, il y a de nouveaux modèles qui ont exploité les transformers, comme par exemple Daily, notamment Clip, et d'autres pour générer les images dans le domaine de la vision artificielle. Et en 2022, donc, on a été étonné par, c'est-à-dire ce ChatGPT 3.5, qui est fait pour générer du texte, et Daily, donc, qui permet de générer les images. Et après, bien sûr, Google, jusqu'à présent, il essaie toujours de suivre un peu cette tendance, de concurrencer OpenAI avec ses modèles BART, et après c'est Gemini, etc. Et dans le domaine, en 2023, de la génération des images, donc il y a Stable Diffusion. Donc ça, c'est un modèle qui est très intéressant, qu'il faut connaître. Et surtout, pour les programmeurs, ceux qui font le développement, il y a des modèles qui sont capables de générer du code, comme Llama, en fait, comme Code Llama, GitHub Copilot. Donc ça, c'est des modèles qui se sont développés et qui permettent vraiment, j'aurai l'occasion de vous faire quelques démonstrations, qui apportent c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, comme vous allez le constater. Alors, donc j'arrive à Prompt Engineering. Alors, c'est quoi Prompt Engineering? Donc, vous avez deux termes. Vous avez Prompt. Alors, le terme Prompt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemble d'instructions spécifiques qu'on va envoyer à un modèle, ce qu'on appelle un LLM, pour accomplir une tâche. Donc, c'est ce texte-là que vous écrivez généralement dans ChatGPT, c'est cette question-là que vous allez écrire pour la poser à un modèle pour réaliser une tâche. Il se trouve que, en fait, c'est-à-dire le contenu, c'est-à-dire ce prompt-là, en fait, il y a des bonnes pratiques, il y a toute une discipline qui a été développée et qui montre les différents types de prompts et la structure d'un prompt. Il y a plein de choses qu'il faut connaître pour pouvoir tirer profit d'un modèle comme par exemple ChatGPT. Et ce qui est très sûr, c'est que si
si vous posez une question à ChatGPT, si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, c'est que vous n'avez pas su lui poser la bonne question. Ça, c'est la réalité et c'est quelque chose qu'on peut démontrer. Alors, c'est pour cela qu'il y a tellement beaucoup de techniques qu'il faut enseigner à tout le monde et qui vont permettre d'exploiter donc, bien sûr les modèles de langage. Et après, il y a engineering, donc l'ingénierie des prompts. Engineering, c'est un processus qui consiste à quoi? À concevoir des prompts, les évaluer, parce que scientifiquement parlant, en entreprise, quand on veut déployer un prompt, on ne peut pas faire confiance à un prompt qui n'est pas évalué, il faut d'abord l'évaluer. Donc il y a des métriques qu'on doit définir pour pouvoir l'évaluer. Et puis, il faut le déployer dans des applications via des API. Et forcément, tout ce process, généralement dans lequel la première étape, on définit les tâches qu'on veut réaliser et les métriques. Ensuite, on prépare les données, parce que pour pouvoir les données, c'est-à-dire les données du domaine sur lequel vous voulez appliquer le prompt. Et dans nos données, donc, on va les diviser en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les exemples et les gold examples. En fait, les exemples-là, c'est quelques exemples qu'on va donner dans le prompt pour montrer à l'agent, comme ChatGPT par exemple, un exemple avec solution, parce que ça va l'aider à répondre à votre question. Et puis les gold examples, c'est des exemples qu'on va garder, c'est pour évaluer, c'est pour tester à la fin, est-ce que notre prompt est bien fait, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et puis il faut concevoir, évaluer le prompt, intégrer les prompts, déployer et faire monitorer les prompts. Donc vous voyez tout ce processus-là, ça fait partie donc de ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts, c'est prompt engineering. Alors bien sûr, aujourd'hui, donc, je ne vais pas détailler ça parce que j'avais déjà, dans une conférence qui est trop longue, j'avais parlé de toutes ces étapes-là. Sur chaque étape, qu'est-ce qu'on fait? Donc la démonstration, il est dans le lien que j'ai montré au départ. Alors maintenant, on va parler du prompt. Donc un prompt, d'une manière générale, se compose de deux parties. Il y a la structure et les paramètres. Alors, dans la structure, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver une partie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle system message. Le message système. System message, c'est quoi? C'est l'ensemble des instructions qui expliquent clairement la tâche que vous allez soumettre au modèle LLM. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va décrire. En fait, je le dis toujours, c'est comme si vous voulez donner, par exemple, des exercices aux étudiants. Ben, il est clair que dans l'exercice, il faut d'abord expliquer la problématique, il faut préciser le contexte, vous précisez ce que l'on attend, par exemple, de l'étudiant. Et toutes ces informations-là qui expliquent le problème, c'est ce qu'on appelle system message. Donc, system message, c'est un message qu'il faut concevoir, dans lequel il y a des bonnes pratiques, il y a plein de choses qu'il faut exploiter à ce niveau-là. Et dans System Message, on va préciser également le format de l'input, c'est-à-dire que la question utilisateur, on va préciser par exemple, la question sera formée, la question de l'utilisateur sera comprise entre deux guillemets, ou bien la question sera comprise en format tel format. Donc, c'est-à-dire on va spécifier le format de la question utilisateur. Également, le format de l'output que l'on attend. Par exemple, quand il va générer la réponse, on va lui demander, je souhaite avoir le résultat en format JSON, ou bien en format HTML, ou bien en format sous forme d'un tableau. Donc tout ça, on le précise dans System Message. Et puis, après System Message, vous avez une partie, ce qu'on appelle Few Shot Examples. Alors, Few Shot Examples, c'est quoi? C'est une partie dans laquelle vous allez ajouter au prompt quelques exemples avec solution. C'est-à-dire, vous allez lui poser un exercice, c'est comme si vous dites à un étudiant, voilà le problème que tu vas résoudre, mais avant de lui poser vraiment la question, je vais lui dire, voilà, par exemple, pour cet exemple-là, voilà la solution. Pour cet exemple-là, voilà la solution. C'est-à-dire, on va donner quelques éléments réels dans notre dataset, c'est-à-dire dans notre contexte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les few shot examples. Et après, par la suite, la troisième partie, c'est la question. C'est justement, c'est user input. C'est là où finalement, parce que quand on déploie un prompt, à la fin, l'utilisateur, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser sa question. Mais généralement, la question qui va être saisie par l'utilisateur, où est-ce qu'il va atterrir? C'est dans cette partie-là. C'est-à-dire la question qu'on va poser au modèle,
ben, il va être précédé par quoi? Par system message et par quelques exemples, c'est-à-dire ce qu'on appelle les few shot examples. Alors, généralement, si vous avez des prompts dans lesquels vous avez system message, few shot examples et user input, ben, c'est ce qu'on appelle few shot prompt. Donc, c'est quoi un few shot prompt? Ben, c'est un prompt dans lequel il y a system message, il y a quelques exemples avec solution, et puis il y a user input. Et le deuxième type de prompt, c'est ce qu'on appelle zero shot prompt. Alors, zero shot prompt, c'est un prompt dans lequel vous avez system message, mais dans lequel vous n'avez pas les few shot examples, c'est-à-dire dans lequel vous ne précisez pas quelques exemples avec solution. Donc, juste system message qui explique la tâche à résoudre, le problème. Et puis, donc, vous avez donc user input, directement la question utilisateur. Par exemple, dans le domaine des mathématiques, system message, ça peut être, voilà, donc, je voudrais que vous, par exemple, je vais vous demander de calculer la dérivée ou bien l'intégrale d'un ensemble de fonctions et, par exemple, faire l'étude. Mais après user input, ça va être, c'est cette fonction. Voilà, pour cette fonction-là, vous allez faire réaliser cette tâche qui est décrite dans system message. Donc finalement, qu'est-ce qui va changer par la suite? Donc je vais donner une vingtaine d'équations à l'étudiant qu'il va résoudre, mais à chaque fois quand il regarde l'équation, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, ben, il doit revenir à system message pour voir qu'est-ce que l'on attend de lui. Donc globalement, c'est comme ça que ça se passe. Alors quand on n'a pas, donc on n'utilise pas les few shot examples, donc on va parler de ce qu'on appelle zero shot prompt. Ok. Vous m'avez pas indiqué le timing. Donc c'est juste, c'est qu'à un moment donné, il faut m'arrêter parce que sinon je... Si vous avez pas plus de temps et si vous essayez de vous éviter, il vous reste 5 à 10 minutes. Ah, donc on va dire 10 minutes. C'est bon? Non, parce qu'il reste beaucoup, mais en tout cas, ouais, justement, c'est ce que... Alors, donc, nous avons donc prompt engineering. Nous avons parlé des prompts. Alors bien sûr, donc inutile de vous faire quelques démos sur ChatGPT, sur Hugging Face, parce que ChatGPT c'est payant, enfin c'est-à-dire c'est propriétaire. Donc Hugging Face c'est de l'open source, donc ça il faut savoir que vous avez, il y a deux mondes qui évoluent. Sur Hugging Face, vous allez trouver des milliers de modèles qui sont open source et qui donnent aussi bien donc de très bons résultats. Alors dans le domaine de l'image, vous avez un modèle qui est hyper important, qui est Stable Diffusion, dans le domaine de la vision artificielle. Alors, je pense que donc c'est un modèle que vous pouvez télécharger. Donc ici, je l'ai démarré. Donc Stable Diffusion, donc c'est un modèle qui est plutôt open source, qui est fait pour générer les images, qui est vraiment intéressant pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la vision. Et tout simplement, l'idée, c'est d'écrire des prompts. Bon, un prompt, par exemple, c'est comme se dit, par exemple, alors, Picasso, par exemple. In Morocco. Je ne sais pas ce que ça va générer, mais en tout cas, donc je peux lui poser une question quelconque. Donc ça, c'est un prompt, mais après, il va essayer de le comprendre. Et quand il va le comprendre, donc il va essayer donc de vous générer une image. Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais il a généré des choses comme ça. Mais bien sûr, si vous voulez qu'il vous génère... Vous voyez, donc j'ai mal écrit Morocco, donc c'est avec un T et tout ça. Donc l'essentiel, c'est que ici, donc vous allez... Ça, c'est un prompt dans lequel on peut décrire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend comme type d'image. Et si on décrit bien le prompt, ben, vous allez voir que généralement, ça produit des choses extra importantes. Alors, sauf que, pourquoi je vous fais ces démonstrations? Parce que généralement, les modèles comme les LLMs, c'est-à-dire, sont entraînés en utilisant ce qu'on appelle un large corpus, c'est-à-dire, c'est des agents qui sont généralistes, c'est-à-dire, ils ont appris beaucoup de données partout, mais un modèle LLM n'est pas capable de répondre parfois à des domaines spécifiques. Je ne peux pas, enfin, c'est pas que je ne peux pas, c'est-à-dire, si vous posez directement la question à un modèle comme ChatGPT pour lui demander « Est-ce que tu peux me parler des performances de mon entreprise entre 2021 et 2022 ?» Ben, il ne va pas vous répondre parce qu'il ne peut pas vous donner les réponses parce que ça concerne des données de l'entreprise. Mais par contre, il y a une solution pour ça. Donc, c'est là où je vais vous en parler.
c'est ce qu'on appelle l'approche RAG, ou bien Retrieval Augmented Generation. Avec cette approche-là, qui est extrêmement utilisée par les entreprises, eh bien, elle est capable, si vous avez des données de l'entreprise, si vous avez des documents de l'entreprise, on peut les fournir à notre application, et grâce à des techniques que je vais vous expliquer, on peut effectivement demander à un agent comme ChatGPT de nous donner des informations très précises sur des choses qui concernent notre domaine. Et ça, c'est ce qui est extrêmement important. Alors, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, parmi les modèles également qui sont très populaires, comme je disais, donc c'est la génération du code. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais par exemple, pour un data scientist, par exemple, pour faire une étude de data science, eh bien, si vous savez écrire ces commentaires que vous voyez là, eh bien, ça va vous générer tout le code qu'il faut pour pouvoir faire toute l'approche de data scientist. Donc, il y a des exemples. Donc, vous voyez, donc, quand vous écrivez un commentaire, c'est que c'est un prompt que vous envoyez au modèle, comme par exemple Copilot. Et après, lui, il va vous proposer des codes. Et bien sûr, ce code-là, je dois être en fait dans mon domaine, je dois regarder est-ce que ça correspond exactement à ce que je cherche. Et vous serez étonné que vraiment dans la majorité des cas, à 90%, il vous propose des choses qui sont bien précises, ce qui permet d'accélérer énormément, même pour les choses que vous savez faire. Parce que parfois, vous savez, on sait faire des choses, mais je sais qu'il y a une tâche que je sais la faire, mais ça va me prendre 3 heures. Et si j'utilise un modèle LLM, je vais le faire en 5 minutes. Mais tout le monde va vous dire, oui, je prends. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je sais faire. Mais l'impact, c'est quoi? C'est le temps. Alors, sauf que, bien sûr, quand, par exemple, le modèle vous génère ce que vous voulez, vous devrez, bien sûr, regarder pour évaluer, c'est-à-dire la pertinence de ce qui est généré. Alors, donc avant de parler de RAG, donc pour compléter, c'est-à-dire ces disciplines, alors dans le domaine du prompt engineering, vous avez 3 approches. En fait, il y a 3 approches qu'on peut utiliser pour faire du prompt engineering. La première, c'est ce qu'on appelle few-shot learning. Alors, few-shot learning, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. C'est le fait, dans le prompt, c'est-à-dire dans votre prompt, vous allez ajouter quelques few-shot examples, c'est-à-dire dans la question, vous ajoutez quelques exemples avec solution. On n'a pas besoin de 50 000 exemples. Si vous en avez 5 cas avec solution, c'est largement suffisant pour contextualiser votre problématique. Alors, si vous posez des questions à chaque fois dans votre prompt, vous induisez donc ce qu'on appelle les few-shot examples, et bien c'est ce qu'on appelle few-shot learning. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Alors en fait, le fine-tuning, c'est différent. Comment? Le fine-tuning, c'est de prendre un modèle généraliste, par exemple comme GPT, qui a déjà appris sur des données générales, et puis je vais lui donner un ensemble de données, un dataset dans mon domaine, et quand je lui donne ces données-là, je vais le réentraîner, et ça va me créer un autre modèle. C'est toujours ChatGPT, mais qui est capable de répondre, c'est-à-dire qui est spécialisé dans mon domaine. Bon, ça, c'est que je donne toujours un exemple, un médecin généraliste et un médecin spécialiste, c'est exactement ça. C'est qu'un médecin généraliste, donc, il est capable, bien sûr, d'avoir une idée sur ce qui se passe, mais si vous voulez avoir vraiment, c'est-à-dire des prescriptions bien précises, il faut aller chez un spécialiste. Et on peut dire tout simplement un spécialiste, c'est quoi? C'est un médecin généraliste pour lequel on a fait un fine-tuning. C'est-à-dire quoi? Vous prenez un généraliste, vous lui donnez un ensemble de connaissances dans un domaine précis, et après vous allez avoir un modèle qui va se spécialiser dans le domaine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Alors, l'exemple de tout à l'heure. Alors, l'exemple de tout à l'heure, donc, dont j'ai parlé j'ai parlé de Stable Diffusion. Alors, si vous lui demandez de générer des images, par exemple, je voudrais que tu me génères une image sur par exemple, comme je dis, il va pas comprendre. Mais si je prends quelques images du domaine et je fais du fine-tuning,
eh ben, je vais obtenir un autre modèle et après, il est capable aussi bien de me générer ces données-là. Et après, la troisième, qui est la plus importante, c'est RAG. Alors, RAG, justement, c'est quoi? Retrieval Augmented Generation. C'est justement, c'est là où il y a l'enjeu. Et je demande 5 minutes, parce que sinon ça ne va pas marcher. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que généralement les entreprises, souvent, ils ont besoin d'utiliser l'intelligence artificielle, les LLMs, c'est pour apporter des réponses précises à leur domaine. Ben, et du coup, donc, les entreprises ont des documents, des fichiers PDF, des vidéos, ils ont beaucoup de données non structurées. Et puis, bien sûr, ces données-là, on ne va pas les donner à des modèles comme ChatGPT parce que c'est de la confidence, ça concerne l'entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Alors, ce qu'on va faire, parce que généralement, si vous posez une question à un modèle dans quelque chose qu'il n'a jamais vu, eh ben, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'hallucination. L'hallucination, généralement, c'est qu'à un moment donné, l'agent, il va halluciner, comme on dit, l'halwasa. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un terme scientifique. Dans prompt engineering, ça, c'est des choses qui sont mesurables. C'est-à-dire, on va mesurer le degré d'hallucination dans le modèle. Donc, c'est les singularités en quelque sorte. Donc, ce qui fait, donc, dans la démarche RAG, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre, d'abord, dans la première étape, on va prendre les données de l'entreprise, les fichiers PDF, les documents Word, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous avez. Ben, on va faire une opération de ce qu'on appelle split. On va prendre les fichiers PDF, on va les découper en des petits morceaux, c'est ce qu'on appelle les chunks. Et bon, il y a des techniques qui sont utilisées pour faire ces chunks. Et puis, ces chunks-là, ben, c'est du texte, c'est des morceaux de texte. Et puis, on va faire ce qu'on appelle du text embedding. Text embedding, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce texte, on va faire une représentation vectorielle. Parce que pour stocker le texte, généralement, pour comprendre le texte, en fait, les modèles LLMs, ils vont stocker le texte sous forme d'une forme vectorielle. Donc, on va transformer le texte en une forme vectorielle. Eh bien, ces données-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enregistrer dans une base de données vectorielle de l'entreprise. Et quand on va stocker ces données vectorielles dans la base de données de l'entreprise, ben, on va développer des applications. Et dans ces applications, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans ces applications, bon, l'utilisateur, il va poser la question à l'application dans le domaine. Alors, cette question qu'on va prendre, eh bien, on va également en faire une représentation vectorielle, c'est-à-dire la question de l'utilisateur, on va en faire une représentation vectorielle. Pourquoi? Parce qu'on va faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. La recherche sémantique, c'est qu'on va poser la question à notre base de données pour nous donner tous les paragraphes qui sont en relation avec la question. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce qui fait que cette base de données va nous donner quels sont les documents, les petits morceaux de documents qui sont pertinents, qui sont en relation avec la question de l'utilisateur. Et puis, on va prendre ces données-là, on va les ajouter dans un prompt qui est déjà conçu auparavant. Et puis, c'est ce prompt-là qu'on va envoyer vers le LLM, comme par exemple ChatGPT. C'est comme si vous dites à ChatGPT, tiens, je veux que tu me réponds à cette question, mais avant de répondre, la réponse doit se baser uniquement sur le contexte. Et ce contexte, c'est ces données-là que je vais collecter à travers ces moteurs de base de données sémantiques. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Eh bien, donc le modèle, il va générer donc, ces modèles. Alors, je vais juste faire la démo et je vais m'arrêter. Pour cet exemple-là, parce que j'ai quand même développé une application pour ça. Alors, l'application, elle est là. Il n'y a pas beaucoup de code. Bon, vraiment, il n'y a pas beaucoup de code. Je vais la démarrer. Alors, dans cette application-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une application web. Je vais charger des fichiers. N'importe lesquels. Vraiment, c'est des fichiers PDF. Alors, je vais prendre, par exemple, j'ai ici des pages de thèse. Donc, ici, si je prends des fichiers PDF, voilà, je vais prendre celle-là. J'ai un fichier PDF, je vais ajouter un deuxième, pas de problème. Celui-là.
et je fais cette opération-là. Alors, vous voyez donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire cette opération-là. Je vais découper ça en lead chunk. Je fais texte embedded. Je stocke dans une base de données de l'entreprise. Une fois que j'ai stocké ces données-là, il faut que je vous montre d'abord les fichiers, qu'est-ce qu'ils contiennent. Alors, c'est dans, je pense, téléchargement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, première page. Alors, page de garde. Bon, ça, c'est un exemple. Bon. Ça, c'est des pages de garde que généralement qui sont données par les doctorants, dans lesquelles on trouve des résumés, on trouve... voilà, c'est des données non structurées. Et puis, une fois que vous avez donné, par exemple, tous ces documents-là qui sont non structurés, ben, on va commencer à poser des questions ici. Ben, on va lui dire, par exemple, allez, combien de thèses? Alors ici, donc, quand je pose la question, vous voyez donc qu'il me donne, ici il y a une seule thèse. Alors je vais lui dire par exemple, pour chaque thèse, donne-moi par exemple la liste des rapporteurs. Alors, vous voyez, donc, ici, donc, il a généré les 3 rapporteurs, voilà, donc, avec les noms et tout ce qu'il y a. Et après, je vais lui dire les rapporteurs au format JSON. Pourquoi le format JSON? Parce qu'on a besoin de faire la digitalisation du contenu. Donc, on a besoin de structurer parce qu'après, ça va devenir des données structurées. C'est-à-dire, on a des données non structurées. Vous voyez donc, voyez, la thèse, rapporteur 1, rapporteur 2, rapporteur 3. Et après, on va lui dire, par exemple, avec le directeur de thèse, directeur, quoi d'autre? Président, les mots-clés, alors, ça c'est de la folie. Alors, pour les gens qui savent la qualité de ces données-là, alors si vous prenez ces données, c'est des données qui sont structurées. Alors, je vais les copier ici. Je vais créer un fichier, .json. Je vais les formater. Voilà. Alors, je vois ici, donc, je vois la thèse, je vois le titre, je vois le président, je vois les rapporteurs, le directeur, les mots-clés. Qu'est-ce qui est dans cette réponse? C'est ChatGPT qui me donne la réponse. Mais il me donne la réponse sur des données que j'ai dans ma propre base de données. Ça, c'est des problématiques scientifiquement parlant qui sont très complexes à résoudre, mais grâce à des approches comme RAG, par exemple, ici, comme vous voyez. Donc, vraiment, hier, j'étais en train de m'amuser, mais je lui ai donné des documents incroyables et je commence à poser des questions sur des choses, des détails qui sont très difficiles pour un être humain pour les capter à partir de ces informations. C'est très difficile. Alors, vous imaginez maintenant pour les documents de l'entreprise, vous lui donnez ce que vous voulez. Et là, c'est comme quoi, dans Prompt Engineering, il y a des solutions. Il faut juste savoir quelle est la bonne technique à utiliser. Bon, dans les prompts, il y a différents types de prompts, donc je n'en ai pas parlé. Donc, je suis obligé de m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Donc, je sais que vous êtes très passionné par ce métier-là. Et donc, on est obligé de rester un peu dans le temps, parce qu'il y a encore une autre session qui suit.